Décolonisation, le Vietnam. Épisode 22, il nous faut un plan. Bonjour, vous avez sûrement déjà entendu l'expression « jouer les Cassandres ». À la télé ou ailleurs, on l'emploie souvent pour disqualifier les auteurs de propos jugés trop alarmistes pour être vrais. Et j'ai toujours trouvé cette utilisation bizarre, parce que vous saviez aussi bien que moi que les malheurs annoncés par Cassandre se sont avérés. Cassandre était clairvoyante sur l'avenir et le problème, c'est qu'on ne l'a pas cru. Il me semble donc qu'on utilise souvent l'expression « jouer les Cassandres » à mauvais escient. Pensez-y la prochaine fois que vous entendrez l'expression. Mais pourquoi je vous parle de Cassandre? C'est qu'en ce début d'année 1953, où la France se satisfait du succès du général Salan à Nassan, je pense au Cassandre de l'époque, Pierre Mendès France. Que dit Cassandre Mendès France? Depuis 1950, il répète qu'il faut négocier avec Ho Chi Minh sans attendre. Car, comme il le dit en 1953, je cite, « Notre situation pour négocier était meilleure il y a 2 ans que l'année dernière. Meilleure l'année dernière que maintenant. Elle est probablement moins mauvaise maintenant qu'elle ne le sera l'année prochaine. » Fin de citation. Et force est de constater que Mendès France a raison. En 1950, la France contrôle la frontière chinoise en grande partie, mais elle la perd lors de la débâcle de Cao Bang. Ensuite, Delattre donne l'illusion que tout peut être sauvé, mais à sa mort, Salan évacue Hoa Binh, permettant ainsi à la RDVN d'avoir une continuité géographique entre sa base du Viet Bac au nord et la Nam, c'est-à-dire le centre du Vietnam. Avance rapide 1 an plus tard, et la RDVN contrôle, en plus de tous ces territoires, le nord-ouest du Vietnam et menace le Laos. La question, c'est donc de savoir pourquoi la France ne se rallie-t-elle pas aux idées de Mendès France en 1953, quand il apparaît qu'elle n'est plus en mesure de gagner la guerre. Bon, bien sûr, la France ne va juste partir du jour au lendemain et abandonner ses intérêts économiques, politiques et culturels sur place. Les Français d'Indochine exercent une certaine influence et ils ont des relais à Paris. Soit. Deuxièmement, le MRP de Georges Bidault est encore sur une ligne de fermeté en Indochine. Le MRP ne veut surtout pas prêter le flanc à des accusations de mollesse, de peur que les gaullistes n'en profitent pour l'écarter du pouvoir. Troisièmement, il y a l'influence américaine. Et les Américains n'ont qu'une seule hantise, c'est que les Français plient leurs clics et leurs claques et se retirent d'Indochine. Alors, ils déversent leurs dollars sur leurs alliés français et la nouvelle administration Eisenhower accentue encore plus la pression sur ses alliés français pour qu'ils continuent le combat. Enfin, et là c'est moi qui y vais de mon commentaire de béotien, je pense que, comme les Américains dans les années 60 au Vietnam ou au XXIe siècle en Afghanistan, il y a chez chaque gouvernement en guerre la peur de porter la responsabilité et l'opprobre de la défaite. Alors, on se paie de mots et on sort des statistiques pour dire que tout va bien, Madame la Marquise. La jument est morte, les écuries sont brûlées, le château est en flammes, mais tout va très bien. On en est là en France en 1953.
Qu'en est-il du côté de la République démocratique du Vietnam? Là, tout n'est pas rose non plus pour Ho Chi Minh et son gouvernement. Pour commencer, l'armée populaire du Vietnam vient d'essuyer une défaite cinglante à Nha San. D'autre part, le moral n'est pas au top dans les zones sous administration RDVN. Rendez-vous compte, la guerre dure maintenant depuis 7 ans et les paysans ne voient pas le bout du tunnel. Or, ces mêmes paysans doivent fournir le riz qui maintient le gouvernement à flot. Ils doivent fournir les porteurs qui permettent à l'armée populaire de se projeter à des centaines de kilomètres de ses bases. Ces mêmes paysans fournissent aussi les fantassins de l'armée populaire. Or, il y a des dizaines de milliers de morts et de blessés dans le conflit de haute intensité que mène le général Giap. Et cela, même quand les combats se soldent par des victoires. Or, ces soldats vietnamiens, ils combattent souvent loin de leur terre, en pays thaï par exemple, et ils se font décimer par la faim, la maladie, et enfin par l'artillerie et le napalm français. C'est ainsi que, malgré la conscription obligatoire, la RDVN est obligée d'employer la manière forte pour recruter dans certaines régions. Comme nous l'avons vu au 18e épisode, les sacrifices énormes des paysans ne sont pas récompensés immédiatement. Et c'est pour faire patienter les paysans que la RDVN commence à persécuter les propriétaires terriens, puis à mettre en œuvre la réforme agraire à partir de 1953. On a donc deux belligérants qui sont assez mal en point. Avec le recul, on voit, nous, que le ballottage est plutôt favorable à la RDVN. Mais cela, les contemporains le voient très difficilement. En 1953, tout dépend de la capacité de Ho Chi Minh et de son gouvernement à gagner la guerre rapidement. Vous me pardonnerez encore d'en revenir à ma métaphore pugilistique, mais je l'aime bien. Dans notre match de boxe, la RDVN mène au point, mais elle a reçu des coups et elle a besoin d'un KO le plus rapidement possible, car elle n'est pas certaine de tenir la longueur sur 12 rounds. Alors, l'armée populaire passe à l'offensive en avril 1953. Et là, elle frappe un grand coup quand les divisions 304 et 325 envahissent le Laos, un État associé censé être indépendant. Un autre pas est donc franchi dans l'internationalisation du conflit. Les troupes vietnamiennes s'enfoncent dans le territoire du Laos et parviennent près de la capitale Luang Prabang après avoir progressé à travers la plaine des Jars. Le général Salan réagit en prélevant des troupes de Nha San et en demandant des moyens aériens supplémentaires pour sauver la capitale laotienne. Cette fois-ci, c'est vraiment la panique à Paris où le gouvernement croit revivre Cao Bang et Diallo. Et c'est la panique aussi à Washington où le président Eisenhower ne parle pas encore de domino qui tombe, mais prévient que la perte du Laos entraînerait le basculement du reste de l'Asie du Sud-Est dans la sphère communiste. La route de l'Inde, de la Birmanie et de la Thaïlande serait alors grande ouverte aussi. En fait, les historiens que j'ai lus, Christopher Gauchat, Pierre Grosser, Frédéric Legval,
s'accordent pour dire que les objectifs de Giap sont plus modestes que ne le craint Eisenhower. Ce que Giap recherche d'abord, c'est disperser les effectifs du corps expéditionnaire. Ensuite, l'objectif est de créer des dépôts de vivres et de mettre en place une infrastructure politique au nord du Laos à toutes fins ultérieures. C'est ainsi que, grâce au Viet Minh, le prince Souphanouvong peut installer la capitale du gouvernement Pathet Lao à Sam Noya. Le Pathet Lao, c'est le MeToo du Viet Minh pour le Laos. Eh bien, ce MeToo jouit désormais d'une assise territoriale véritable. Ces objectifs atteints, et avec l'arrivée de la mousson qui signale la fin de la saison des combats, l'armée populaire du Vietnam se retire en mai 1953 de tout le territoire laotien, sauf justement de la province de Sam Noya où sont installés ses alliés du Pathet Lao. Cette poussée soudaine marque les esprits des Français et de leurs alliés laotiens du roi Souphanouvong. Ils en sont tout secoués. L'incursion Viet Minh marque encore plus les esprits aux États-Unis, où va se jouer une grande partie du destin du Vietnam. Aux États-Unis, je l'ai mentionné à l'épisode précédent, les élections de 1952 portent au pouvoir le républicain Eisenhower. Cet ancien général, anticommuniste farouche, a pour priorité de mettre fin à la guerre de Corée, donc de négocier avec les Nord-Coréens et les Chinois. Mais cette promesse de campagne le rend encore plus déterminé à faire preuve de fermeté dans les autres théâtres d'affrontement avec les communistes. Pour Eisenhower et son secrétaire d'État Dulles, l'idéal serait un Vietnam indépendant et non communiste. Mais il voit bien que le gouvernement de l'État associé du Vietnam, dont j'ai oublié de vous dire qu'il est désormais dirigé par Nguyen Van Tam, eh bien ce gouvernement n'a aucune assise populaire. Et son chef, Bao Dai, est absent des débats. Alors les Américains pensent qu'ils n'ont d'autre choix que de soutenir la puissance coloniale française coûte que coûte. En 1953, les Américains ont ainsi déjà fourni 139 000 tonnes d'armes, de matériel et d'équipements à la France. La nouvelle administration se propose de faire encore plus, mais à une condition, que Paris présente une stratégie viable qui conduise à la victoire. Et c'est bien là où est le problème. La victoire, ce n'est plus la priorité du gouvernement français. Si l'opinion publique française se désintéresse toujours de la guerre d'Indochine, elle tend quand même à penser qu'il faudrait arrêter les frais. Après tout, le chiffre de 90 000 hommes hors de combat depuis 1945 est très lourd. Du coup, face à une administration américaine plus agressive, le nouveau Premier ministre René Mayer, son ministre des Affaires étrangères Georges Bidault et le ministre chargé des relations avec les États associés, Le Tourneau, s'accordent pour ne pas augmenter l'effort de guerre, même si les Américains l'exigent. C'est donc à un dialogue de sourds qu'on assiste quand Mayer, Bidault et Le Tourneau se rendent à Washington pour rencontrer la nouvelle administration américaine en mars 1953. Les Américains répètent qu'ils sont prêts à tout financer, pourvu seulement que les Français leur fournissent un plan qui tienne la route. Mais Le Tourneau, à son tour, répète qu'une victoire en Indochine n'est plus envisageable.
entre autres à cause du risque d'intervention chinoise comme en Corée. Mais Eisenhower tape du poing sur la table lors d'un entretien avec Meyer. Par conséquent, celui-ci promet de faire quelque chose. Et là, sur place, à l'hôtel, la délégation française met au point ce qu'on a appelé le plan Le Tourneau. Ce plan envisage dans un premier temps la création, via financement américain, de nouveaux bataillons de l'armée nationale du Vietnam. Ces bataillons vietnamiens sont censés occuper les zones pacifiées du sud et du centre du Vietnam. Cela permettrait au corps expéditionnaire de concentrer ses effectifs au nord, Tonkin. Dans un deuxième temps, à partir de 1955, les forces franco-vietnamiennes passeraient à l'offensive et annihileraient les forces du Viet Minh. Les Américains voulaient un plan, eh bien ils l'ont, leur plan. Pourtant, celui-ci présente pas mal d'insuffisances. La première, c'est qu'il dépend d'une montée en puissance de l'armée nationale vietnamienne, ce qui n'est pas gagné. Deuxièmement, dans le plan, on fait comme si le Viet Minh resterait l'arme au pied et laisserait tranquillement les forces franco-vietnamiennes se déployer. Enfin, le plan évite soigneusement le cœur du problème, c'est-à-dire la présence de plus en plus massive du Viet Minh au cœur même du delta du fleuve Rouge. Mais bon, il n'y a pas d'autre plan sur la table. Et faute de grives, les Américains mangent les merles de Le Tourneau, sans se faire d'illusions. Et c'est sur ces entrefaites que survient l'invasion du Laos par les troupes du général Giap en avril 1953. Pour Eisenhower, c'est une preuve de l'incompétence du commandement français. Il faut que la France retourne la situation avec des engagements forts. Eisenhower transmet donc deux exigences à René Mayer. Premièrement, une déclaration où la France garantit l'indépendance totale des États associés dès la fin des hostilités. Et deuxièmement, la nomination d'un nouveau commandant en chef dans le style de Lattre pour passer à l'offensive. René Mayer, dont le gouvernement dépend totalement de Washington pour la guerre d'Indochine, est donc au pied du mur. Les Américains insistent auprès de lui pour une solution militaire au Vietnam, au moment même où il négocie un accord en Corée. Mais René Mayer n'a pas beaucoup de choix. Les Américains tiennent les cordons de la bourse et par conséquent tiennent aussi les rênes de l'Alliance. Si l'aide américaine s'arrêtait, il n'y aurait plus une seule cartouche pour les soldats du corps expéditionnaire français. L'internationalisation de la guerre, super bonne idée en 1949-1950, est maintenant un casse-tête pour les dirigeants français. L'invasion du Laos coûte donc son poste au général Salan. Pour le remplacer, Washington réclame le retour du général Valui. C'est refusé par Paris car ce retour serait mal vu par les nationalistes vietnamiens. René Mayer propose donc un général inconnu des Américains, jusque-là commandant des forces françaises de l'OTAN. Ceux d'entre vous qui ont déjà lu tout le polycopier le savent, c'est le général Navarre, le futur vaincu de Dien Bien Phu. La pression américaine explique aussi en partie une autre décision importante du gouvernement Mayer en 1953. Cette décision
va encore faire la preuve de la vacuité de l'indépendance accordée aux États associés. Il s'agit de la dévaluation de la piastre en mai 1953. Pour la comprendre, il faut savoir que les États associés bénéficient jusque-là d'un taux artificiellement élevé de leur monnaie, la piastre. C'est ce taux qui est ramené de 17 à 10 francs. Pourquoi? C'est une décision qui est difficile à interpréter, mais elle tend à satisfaire l'opinion publique française en prétendant mettre fin au trafic des piastres. Qu'est-ce que le trafic des piastres, me dites-vous? Je vous explique. Comme dans toute guerre, il y a des trafics en tout genre en Indochine, et les profiteurs de guerre sont nombreux. Le trafic le plus lucratif de tous, et qui implique personnalité politique et économique, c'est celui de la monnaie, la piastre. Comment ça marche? En gros, on achète d'abord $1 au marché noir à 350 francs. Ensuite, on revend ce dollar 50 piastres. Puis, on convertit les 50 piastres en francs au taux de 17 francs la piastre. Faites le calcul. La mise de départ était de 350 francs et on en récolte 850 à la fin, soit un bénéfice de presque 150%. C'est trop beau et c'est trop facile. Du coup, le tout Saigon en profite. Ça finance en partie le train de vie de Bảo Đại et les hommes d'affaires et les politiciens français et vietnamiens y sont tous impliqués. Et bien sûr, le Viet Minh en tire profit aussi pour financer certains achats d'armes. Or, tout cela coûte 500 millions d'anciens francs par jour au Trésor français. Ce n'est pas joli, surtout aux yeux des Américains, dont les agents à Saigon sont choqués par la prévalence du trafic. Ce trafic fait scandale aussi dans l'opinion publique française à la suite de la publication d'un livre signé Jean Despuech, Le trafic des piastres. Le livre est largement relayé par la presse et le scandale pousse à une action résolue pour montrer que le gouvernement n'est pas aux mains des profiteurs de guerre. D'où donc la décision unilatérale de dévaluer la piastre de 40% sans avis ni consultation des gouvernements vietnamiens, cambodgiens et laotiens. Or, cette dévaluation impacte immédiatement l'économie locale et affecte de nombreux Indochinois, qu'ils soient français, vietnamiens, laotiens ou cambodgiens. Le premier ministre Tam, qu'on ne peut soupçonner de francophobie, monte alors au créneau pour dénoncer cette décision et avance que le concept même d'Union française est à revoir. Et oui, avec cette dévaluation, les demandes des nationalistes se font de plus en plus exigeantes. Et ceux-ci cherchent même des appuis directement auprès des États-Unis. Ngo Dinh Diem, par exemple, qui a réussi à se faire un réseau politique et religieux aux États-Unis, commence à se faire entendre et tâte le terrain à Paris, au Vietnam, pour savoir si son heure est venue. Lui qui veut la révision des traités avec la France, le rejet de l'Union française et la mise en place d'un gouvernement vraiment national. On en est donc là à la fin de la saison sèche de 1953. Après l'invasion du Laos, un 7e commandant en chef français est nommé. La situation militaire est difficile pour la France et Paris ne sait pas exactement quoi faire. Elle ne le sait pas en partie car son allié américain veut absolument qu'elle reste pour faire barrage aux communistes par la force. Or,
comme le montre un sondage du Monde en mai 1953. 2/3 des lecteurs sont favorables soit à un retrait militaire, soit à la négociation d'un armistice. D'autre part, un nouveau magazine, l'Express, est lancé et sa une est consacrée pour son premier numéro à une interview de Pierre Mendès France, intitulée « La France peut supporter la vérité ». Sans surprise, notre Cassandre y plaide encore pour des négociations en Indochine. Enfin, ce n'est pas un hasard s'il paraissent en 1953 2 livres qui font encore autorité aujourd'hui, Histoire du Vietnam de 1942 à 1952 de Pierre Desvillers et Vietnam, Sociologie d'une guerre de Paul Mus. Ces 2 livres apportent de la complexité au débat et partant montrent implicitement l'impossibilité de mater manu militari le sentiment national vietnamien. Bref, le gouvernement français est pris entre le marteau américain et l'enclume d'une guerre de moins en moins populaire. Et ce qui devait arriver arriva. Le gouvernement Maillère tombe et une énième crise politique s'installe. Pierre Mendès France manque de peu de devenir Premier ministre. Finalement, c'est un indépendant, un certain monsieur Laniel, qui est élu président du Conseil. Et sur l'Indochine, il va faire du neuf avec du vieux, car c'est l'inamovible Bidault qui reste aux commandes au Quai d'Orsay. Pour quelle politique? Pierre Mendès France a averti que la seule alternative à la négociation avec Ho Chi Minh, c'est un désastre politique dans les 12 mois. Quelle réponse va apporter Laniel? Vous le savez bien, il attendra la véritable catastrophe pour en finir. La route vers Dien Bien Phu est grande, ouverte. Mais ça, nous continuerons de le voir la semaine prochaine. Je vous remercie encore de votre fidélité et en attendant la semaine prochaine, portez-vous bien et salut